on a une génération de jeunes qui regardent beaucoup les médias. Et dans les médias, ça va du jeu vidéo ultra réaliste au film le plus réaliste possible. Et ça nourrit des fantasmes. Malheureusement, il y a toute une partie qui passe à la trappe. C'est-à-dire le côté un peu rustique de tout ça. Enfin, tu vois, c'est un prix d'arriver à ces niveaux-là. Moi, j'ai commencé très très jeune. Aujourd'hui, je suis bien abîmé. J'ai une expérience de vie en dehors même de l'armée qui était assez compliquée. Une jeunesse aussi assez compliquée. J'ai vécu à l'étranger beaucoup, que ce soit avec mes parents ou même tout seul pour la pratique de certains arts martiaux. Voilà, il y a des moments, c'était pas des moments très agréables, quoi. Le sport en salle, tout ça, c'est l'idée que les gens se font. C'est que tu peux décrocher ce genre de niveau-là comme ça. Mais souvent, ils sont pas prêts à payer le prix, quoi. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec Mika Ilouz, un expert des questions de sûreté et de protection personnelle. Après un passage dans l'armée de terre et notamment une unité opérationnelle des services spéciaux, il est désormais enseignant d'arts martiaux et instructeur de tir. Avec lui, nous allons parler, entre autres, de self-défense et de sécurité personnelle. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, également à notre magazine papier, en vous rendant sur le site défense-zone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous souhaitons une bonne écoute. Salut Mika. Salut. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Mika Ilouz, j'ai 37 ans, qu'est-ce que je peux dire de plus ? J'enseigne tout un tas de choses qui va des arts martiaux au tir, puisque pour moi c'est aussi un art martial, et aussi tout ce qui va toucher à la self-défense, à la sécurité personnelle. Voilà. D'accord. Tu es assez actif sur les réseaux sociaux, sur internet, quand tu as écrit un livre aussi ? J'en ai écrit 2 même. Ouais. D'où ça vient cette envie de partager des choses ? Est-ce que pour toi comment c'est venu ? Écoute, j'ai commencé à enseigner un peu tôt en fait, puisque j'ai été un des plus jeunes enseignants à l'époque dans l'académie dans laquelle j'étais. J'enseignais les arts martiaux. Donc j'ai toujours eu plaisir à partager des connaissances. Puis j'étais passionné par tout ce qui touchait ce que j'appelais à l'époque le combat réel en fait. Et donc du coup ça a développé une envie d'enseigner. Et puis au fur et à mesure des compétences que j'ai pu acquérir avec le temps, quand elles ont commencé à s'empiler, j'ai trouvé intéressant d'enseigner en écrivant aussi. Et donc du coup de me coucher tout ça sur papier pour que ça sorte un peu de ma tête aussi. Et puis en fait de fil en aiguille j'ai été de plus en plus sollicité pour partager des choses sur ces connaissances-là. Et en fait voilà. Donc les réseaux sociaux fait partie aussi pour moi en tout cas ça sensibilise, ça permet aux gens de découvrir mon univers aussi et ce que je pratique et ce que j'enseigne. D'accord. Aujourd'hui il y a de plus en plus d'anciens opérateurs qui se lancent dans la formation, dans la vulgarisation aussi de tout ce qui va être tir, self-défense. Quel regard toi tu portes sur ça ? Écoute, j'ai un regard qui est positif tant que c'est quelque chose qui est plausible d'une part et adapté au monde civil. Je connais de très bons opérateurs qui ont été capables de faire le transfert de ça. Et puis il y en a d'autres qui sont encore un peu trop sur l'aspect mili, aspect que je connais bien aussi. Donc du coup, on va dire que ça entretient chez des civils des espèces de fantasmes un petit peu autour de ça. Le fantasme du militaire qui est forcément bon en combat corps à corps, le fantasme du militaire qui est forcément bon en tir, et qu'en plus, comme toutes ces disciplines-là, être un bon combattant fait pas forcément un bon enseignant en plus. Donc je pense que ça va avec différentes manières de travailler. Il y a des gens qui ont la fibre, et il en existe, heureusement, qui ont sûrement été de très bons opérateurs. Je suis pas là pour juger, j'étais pas dans leurs unités spéciales. Mais parallèlement à ça, quand je regarde de l'extérieur, je trouve qu'ils ont une vraie pédagogie et un plaisir à l'enseignement. Et ça, c'est hyper important. Après, c'est toujours pareil. Il faut un peu de recul sur l'enseignement aussi. Et souvent, c'est ce qui leur manque un petit peu parce qu'ils enseignent peut-être pas depuis assez longtemps. Donc, ça reste assez
ça peut être des fois obtus, un petit peu dans l'enseignement, voire psychorigide. Et ce qui là, pour le coup, moi, peut me gêner. Après, j'en ai vu d'autres qui, justement, avaient cette ouverture d'esprit pour aller chercher ailleurs plein de choses, pour essayer de lire, d'apprendre, de partager, d'échanger avec d'autres combattants dans d'autres unités, éventuellement. Et aller chercher la connaissance où elle est aussi. Parce que ils n'ont pas forcément les connaissances apportées par rapport à leur propre expérience. Donc ils vont voir des personnes qui, dans un domaine spécifique, vont avoir les bonnes réponses à leurs questions. Et effectivement, dans ces cas-là, je pense que c'est une bonne chose. Ouais. On a discuté un peu de ça avec Joanne Lara, qui a monté Lara Tactical sur YouTube. On parlait du fait que lui donne des cours à des opérateurs qui sont actuellement en service, et il expliquait que le policier, le gendarme, le militaire n'avaient pas forcément les ressources à disposition, le temps ou les moyens de pouvoir s'entraîner correctement, de faire du tir régulièrement. Il y a des tirs réglementaires qui sont très peu nombreux dans l'année. Toi, quel regard tu portes par rapport à ça ? D'une part, il n'a pas totalement tort sur la forme. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est très français. Aux États-Unis ou dans d'autres pays anglo-saxons, la formation, même étatique, est très souvent sous-traitée parce que les instituts de formation, qu'on dirait organismes de formation en France, se sont affranchis des contraintes de la fonction publique, en fait, qui est, elle, pour le coup, assez dogmatique aussi, et puis surtout qui n'aime pas trop sortir du cadre. Or, malheureusement, pour progresser, il faut ça. On n'a pas une très grosse culture de l'arme à feu, mais pas que, en France. Et donc, du coup, ça me paraît logique qu'à un certain niveau, ce soit des personnes qui ont vécu dans un univers où il y a une culture de l'arme, puisqu'elle est le prolongement de l'opérateur, puissent avoir des connaissances à partager avec ces gens-là. Je pense que c'est cette ouverture-là qui va, entre parenthèses, forcer l'État à remettre en question certaines de ses compétences. Non pas qu'elles soient mauvaises systématiquement, mais parfois elles sont un petit peu à la traîne sur certaines choses. On a toujours un petit décalage avec la réalité. Il faut du temps pour que les choses changent. Donc je pense que c'est une bonne chose. Mais effectivement, moi je le vois dans les stands, je le vois dans plein de trucs comme ça. T'as pas mal de policiers qui, sur leur temps libre, vont s'entraîner, ou même de militaires qui veulent parfaire, on va dire, leurs compétences en tir, vont s'entraîner dans des stands pour pouvoir continuer de progresser. Parce qu'effectivement, c'est pas que c'est pas une priorité, mais à l'échelle nationale, c'est compliqué à organiser autant de formations. Voilà, donc je ne suis pas assez compétent sur le fonctionnement étatique de comment fonctionnent toutes les formations et comment ça peut se passer. Je peux en parler peut-être un peu plus par rapport à l'armée, mais c'est vrai que pour les policiers, ça me semble pour l'instant un peu indispensable, effectivement. Justement, en parlant un peu de l'armée, puisque tu as eu un cursus dans ta carrière, dans ton parcours, tu es passé par la case formateur dans des unités spéciales, spécialisées. Qu'est-ce que tu retiens de ça ? Est-ce que tu as vu une évolution au cours de ton passage ? Est-ce qu'aujourd'hui tu es encore en lien avec des opérateurs, des gens qui sont sur le terrain ? Est-ce que tu vois des évolutions notables ou pas ? Alors, il y a des évolutions. Ce qu'il faut voir, c'est que à un moment donné, je citais il n'y a pas si longtemps que ça Musashi qui disait qu'il n'y a pas 50 manières de pourfendre un mec. C'est un peu la même chose. Que ce soit pour le combat corps à corps ou pour le tir, il n'y a pas des milliards de manières à un moment donné d'effectuer le job. Par contre, ce qui change, c'est la technologie, l'équipement. Donc c'est sûr qu'un M16A1 avec un garde-main à l'ancienne, c'est pas la même chose que les M4 d'aujourd'hui, à 416 qu'on pourrait retrouver dans l'armée française, ou sur le Picatinny du garde-main, il y a un DBAL, une lampe, enfin il y a plein de choses. Donc tout ça, c'est du matos en plus à utiliser. Donc effectivement, les choses ont évolué et elles sont encore en train d'évoluer. Notamment sur les postures aussi, la manière de positionner le corps, puisque le port de protection balistique systématique maintenant a modifié la position que pouvaient avoir les soldats, que ce soit les soldats ou même n'importe quelle force armée.
Donc effectivement, ça va avoir une influence sur ça. Donc effectivement, je pense que ça change encore. Moi, quand j'y étais, j'étais spécialisé dans un domaine particulier qui lui a pas mal évolué. Et effectivement, si je prends le domaine même des sports de combat dans l'armée, il a déjà beaucoup évolué avec l'AFGA. Ça a permis de rajouter du pragmatisme dans tout ça en fait. J'avais déjà fait une interview pour Protégor là-dessus, où j'expliquais justement que on avait tendance à cocher les cases. C'est-à-dire, il faut une notice de combat pour le fantassin, tac, c'est bon, elle est faite. Mais en fait, dans d'autres pays, dès qu'il y a un retour d'expérience, d'imbrication ou de quelque chose comme ça, si le truc n'a pas fonctionné, si c'était pas adapté, il y a le mec qui est vivant, s'il l'est pour en parler, il est auditionné et tout est modifié en permanence. Nous, on n'a pas trop cette culture, effectivement. Donc, ça a mis du temps à bouger. Il y a des choses qui ont bougé. Je pense qu'elles bougeront encore. Mais le niveau général, faut quand même pas oublier qu'on a quand même un sacré niveau en France. D'ailleurs, que ce soit pour les sports de combat ou le tir et le combat au sens large. Fut un temps, c'était réservé un peu à une élite. Il n'y avait que les forces spéciales ou les services spéciaux qui avaient cette confrontation. Très peu de régiments d'infanterie de base. Aujourd'hui, un régiment d'infanterie de base qui a fait 4-5 campagnes en Afghan a déjà eu une escarmouche minimum. Enfin, ils savent ce que c'est le combat, quoi. C'est pas quelque chose d'abstrait pour eux. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est très bien parce que, en fait, c'est ce dont on avait déjà discuté. Il n'y a jamais eu autant d'écoles d'arts martiaux dans le Japon féodal que quand il y avait des périodes de paix. Et parce qu'en fait, ça favorise ça. On campe sur ses positions. Une technique qui a été utilisée par quelqu'un fut un temps. Cette personne-là est plus là pour en parler, donc on va la fantasmer un peu, puis on va en rajouter, puis on va commencer à... Enfin, tu vois, ça crée des choses qui sont... un peu comme les arts martiaux traditionnels, quoi. Des coups de pied sautés ou des machins. C'était pas comme ça dans l'armée, heureusement, mais on retrouve la même chose, c'est-à-dire période de paix, ça entretient beaucoup de choses qui ne sont plus vraiment valables, ou alors qu'on ne sait plus expliquer pourquoi elles marchaient, puisque personne n'est là pour en parler. Là, on a eu vraiment et aujourd'hui tout le monde peut en parler. C'est d'ailleurs ce qui a favorisé beaucoup de débats autour de la self-défense, du MMA, de tous ces trucs-là, parce qu'en fait, les gens maintenant cherchent le pragmatisme. Donc ils identifient tout de suite l'aspect un peu mytho du truc. Il y a un grand combattant français de MMA d'ailleurs, qui est un entraîneur, qui a appelé ça, qui est devenu un terme commun maintenant, les mytho-jutsu. Voilà. Il y a des mytho-jutsu dans les arts martiaux, il y a des mytho-jutsu dans le tir aussi, il y en a partout. Le tir étant pour moi une des composantes des arts martiaux au sens large, puisque je parlais du Japon féodal, mais dans le Japon féodal, les teppo jutsu, Ojutsu, c'était un sabreur du XVIe siècle. Il tirait aussi qu'il était capable de trancher un mec. Ça faisait partie de son cursus. Donc, que ce soit à l'arc ou au mousquet d'ailleurs. Et donc, pour moi, c'est la même chose. Et je pense qu'il y a aussi, dans notre monde actuel, pas mal de mytho-jutsu. Je vois deux éléments qui sont peut-être à... Est-ce que ces deux éléments peuvent expliquer l'expansion et l'attrait qu'il y a vers la self-défense et vers l'armement? Ces deux éléments, ce serait à la fois la médiatisation, avec les événements qu'il y a aussi en toile de fond, hein, les mouvements sociaux, la hausse de la violence, du terrorisme, etc. Et en même temps le cinéma. Je pense, quand tu me parles d'arts martiaux, moi je vois tout de suite l'arrivée en France du kung-fu, du karaté, etc. Au moment où il y a forcément des gros blockbusters qui sont sortis sur ça. Quelle vision toi t'as de ça? Est-ce que tu penses que cette culture populaire et en même temps les événements médiatiques peuvent accentuer ça? Alors, d'une part, je rebondis sur ce que tu disais par rapport à la violence. La France, la France dans laquelle on vit, elle est très peu violente, paradoxalement. C'est juste qu'on le voit plus. Le monde d'ailleurs a jamais été aussi peu violent. Les guerres ont jamais fait aussi peu de morts. Donc c'est pas agréable à entendre, mais c'est un fait. Donc ce qu'il y a surtout, c'est qu'on est complètement déshabitué de cette violence, donc elle fait peur. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, on emmenait des gens voir des exécutions publiques en France.
On trouve ça très sauvage quand c'est fait dans certains pays, mais on l'a pas fait. Alors, ça veut pas dire qu'il faut revenir en arrière, hein. Ça veut juste dire qu'effectivement, il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. La guillotine, c'est pas si vieux. Alors, par rapport à ça, du coup, on a une population de personnes qui constatent cette violence parce qu'elle ne l'a pas vécue auparavant. Il y a aussi la loi de la proximité en journalisme, c'est-à-dire quand on va assassiner une personne dans la rue, dans ta rue, on va parler d'actes de barbarisme, de barbares, etc., d'un massacre, mais au final, l'attentat suicide qui a fait 100 morts à Kaboul, on va se dire qu'au final, c'est normal. Parce que c'est loin de nous. Et puis tu sais, la négation de l'empathie d'un humain à un autre être humain, c'est quelque chose de très traumatisant en fait. C'est-à-dire, l'être humain sera beaucoup moins traumatisé par si on avait un tsunami sur les côtes atlantiques françaises que s'il y avait un attentat dans une grande ville comme Brest et avec des centaines de morts, alors qu'un tsunami peut en faire beaucoup plus. Parce qu'en fait, le fait que ce soit fait par un autre être humain, c'est quelque chose de très traumatisant. Et puis ça rappelle aux gens leur propre faiblesse aussi. Je dis pas qu'il faut pas avoir peur, mais la peur c'est un outil. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui. Il y a la peur raisonnable et la peur déraisonnable. Et puis ça, donc comme je te disais, ça rappelle aux gens que effectivement, peut-être qu'ils n'ont pas les capacités à se défendre vis-à-vis de ça, parce qu'on a beaucoup sous-traité cette violence, cette contre-violence. Donc à des gens dont c'est le boulot à plein temps. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que souvent quand il y a des embrouilles, des incivilités dans le bus, dans le métro, c'est toujours la troisième génération, enfin la deuxième génération avant nous qui intervient. Et ils ont entre 80 et 90 balais et ils n'ont pas peur d'aller gueuler parce que c'était juste pas envisageable à leur époque. Puis la violence, ils y étaient habitués, ils avaient tous fait la guerre. Et des jeunes musculeux bourrés de prot qui sortent des salles, en fait ils font rien, ils ont peur. Parce qu'en fait, et souvent ils ont peur face à un type qui est juste énervé publiquement, un peu hystérique, mais qui physiquement dans les faits a l'air plus d'un roquet qu'autre chose, quoi. Et eux c'est des pitbulls mais ils le savent pas. Donc c'est le petit vieux qui va se lever et qui va lui mettre un coup de pression, quoi. En fait, une fois qu'on a compris ça, on se rend compte d'une chose, c'est que les gens vivent ils rêvent un peu les compétences. Tu vois, tu vois des gens qui ont peur, de plein de choses, qui ont peur de rater un examen au point que ça soit traumatique chez eux, tu vois. Qui ont peur de passer l'examen du permis, tu vois. Qui ont peur de prendre la parole en public, qui vont avoir peur de fait. Une nana se fait un peu emmerder dans le métro, ils vont avoir forcément peur de faire quelque chose et de dire, de faire en sorte que ça cesse, tu vois, parce que ça va impliquer des choses derrière, donc ils sont dans l'inhibition permanente, mais parce qu'on leur a pas donné les moyens de s'exprimer. Et donc ça c'est sur la partie un peu psychologique de la chose, et l'aspect médiatique dont tu parlais, de voir des films d'arts martiaux, de tout ça, oui et non, c'est que des films d'arts martiaux, il y en a toujours eu. Moi, je suis de la génération Cobra Kai, moi. Donc, j'ai grandi avec Karate Kid, Best of the Best, Bloodsport, tous les films comme ça. Oui, ça me donnait envie d'apprendre à me taper quand j'étais gamin, quoi. Mais j'ai vite compris que c'était pas comme ça dans la vraie vie aussi, tu vois. Et après 2-3 branlées et quand tu comprends que tu es obligé de tricher pour gagner et que c'est pas un combat one-one, bah, tu te rends compte que la réalité est différente. Si t'as pas été confronté à ça, c'est difficile pour les gens Donc aujourd'hui, on a des films qui sont un peu plus réalistes et en même temps qui sont complètement inaccessibles. On a John Wick, Jason Bourne, Equalizer, on parle de mecs qui ont un palmarès de tueurs en série, tu vois. Et qui parallèlement à ça sont des mecs qui ont un niveau de compétence hyper élevé, qui se sont entraînés toute leur vie, et donc il y a ce fantasme là aussi. Et du coup t'as plein de gens qui se disent il faut être dans les forces spéciales pour avoir un niveau. T'as des mecs des forces spéciales qui jouent sur ça aussi, et puis après tu vas avoir aussi des gens qui se disent que ça existe, tu vois.
voilà, faut revenir à la réalité. C'est vrai que quand tu regardes objectivement ce qu'on peut retrouver dans ces films-là, dans le monde réel, ça n'existe pas. Enfin, tu vois. Et John Wick, c'est le mec qui a le plus gros cardio qu'on a jamais vu, tu vois. Et sur 4 John Wick, il est tout le temps en train de courir, tirer sur des mecs. Il n'a pas le temps de cicatriser, que les fils sautent. Enfin, tu vois, c'est pas du tout réaliste. Donc effectivement, je pense que ça donne aussi aux gens cette idée-là. Moi, je vois un engouement, par exemple, pour beaucoup d'écoles de cascade. Parce que tu as plein de gens qui ont compris que c'est du spectacle et qui sont passionnés par ça, et ça, c'est génial. Mais ça peut bercer un peu d'illusion aussi. Tu sais, c'était ce truc quand t'es jeune et que les gens te disent ah, t'es ceinture noire, putain, toi, il faut pas t'emmerder. Tu vois, c'est un truc qui veut rien dire en fait. Mais tu sais, tu vas à une soirée, t'es avec ta copine, tu discutes avec des gens, il paraît que t'es ceinture noire, oh là là, tu vois. Ou le gros mytho qui te dit ouais, non, mais moi je peux pas me battre parce que je suis considéré comme arme létale, tu vois. Et en fait, c'est juste un lâche qui va se cacher derrière ça et on va me retirer ma licence, tu vois. Ça veut rien dire. Donc c'est un peu ça le truc. Donc je pense qu'effectivement, cet engouement, il vient un peu de tout un tas de trucs. C'est-à-dire qu'on a une génération de jeunes qui regardent beaucoup les médias. Et dans les médias, bah, ça va du jeu vidéo ultra réaliste au film le plus réaliste possible. Et ça nourrit des fantasmes. Malheureusement, il y a toute une partie qui passe à la trappe. C'est-à-dire le côté un peu rustique de tout ça. Enfin, tu vois, c'est un prix d'arriver à ces niveaux-là. Et moi, j'ai commencé très très jeune. Aujourd'hui, je suis bien abîmé. J'ai une expérience de vie en dehors même de l'armée qui était assez compliquée. Une jeunesse aussi assez compliquée. J'ai vécu à l'étranger beaucoup, que ce soit avec mes parents ou même tout seul pour la pratique de certains arts martiaux. Bah voilà, il y a des moments, c'était pas des moments très agréables, quoi. Donc le sport en salle, tout ça, c'est l'idée que les gens se font, c'est que tu peux décrocher ce genre de niveau-là comme ça. Mais souvent, ils sont pas prêts à payer le prix, quoi. Ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans le recrutement dans l'armée, enfin dans les armées, quand les jeunes arrivent au CEFIM ou en formation initiale et qu'ils découvrent qu'en fait l'armée c'est pas Call of Duty, c'est de passer la serpillière et d'essayer de pas trop subir dans les bois quand on passe la nuit dehors. Et effectivement, il y a des petites déconvenues et des gens qui dénoncent les contrats à ce moment-là. C'est un peu pareil aussi pour quelqu'un qui passerait la porte ici à Paris dans un stand de tir et qui se dirait je vais devenir John Wick ou Lucky Luke. Bah là, on va l'arrêter assez vite en fait. Et déjà, on n'aime pas trop ce genre de profil. Et puis, quel intérêt pour un civil? Tu vois, faut être très honnête. Connaître une arme, savoir l'utiliser, savoir la mettre hors d'état de tir aussi. C'est un savoir-faire élémentaire. Je veux dire, tous nos grands-parents savaient le faire. Ne serait-ce que parce que quand papy décède et que tu ouvres la table de chevet, tu trouves un flingue, bah, le mettre en sécurité. C'est un savoir-faire minimum. De là à dézinguer 10 mecs à la seconde, je sais plus quels étaient les chiffres du dernier John Wick, mais tu avais plus de 200 morts. Tu vois. Faut pas trop rêver non plus. Ouais. Puis après, il faut vivre avec aussi. Tu vois. Et donc, à moins d'être un sociopathe, ça risque d'être compliqué. Tu vois. Puis il était là pour le voir. Tu vois, il n'a pas jeté une bombe et il s'est barré. C'est clair. Tu parlais justement du côté psychologique. Tirer sur quelqu'un, ou ne serait-ce que se défendre dans la rue quand quelqu'un te met un coup de pression et juste le simple fait de répondre, tu as une montée d'adrénaline qui arrive. Et ça, tout le monde n'est pas prêt à... Enfin, c'est pas humain de toute façon de ressentir ça. Est-ce que ça, c'est un truc que toi, tu apprends dans tes formations? Est-ce que c'est un truc que toi, comment tu l'as appris ça, par exemple, toi, à titre personnel, à rester maître de toi, garder ton sang-froid et même être capable de tenir psychologiquement le jour où tu dois faire quelque chose? Alors d'une part, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est humain. C'est-à-dire que la montée d'adrénaline et toutes ces choses-là, comme je te dis, c'est juste qu'on s'est complètement déshabitué de ça en fait. Mais dans certaines cultures, dans certains pays, c'est encore très présent si tu veux. Tu vas dans certains pays de l'Est, t'arrives pas à 18 ans sans avoir eu des bonnes bagarres dans ta jeunesse, quoi. Alors, moi, je l'ai appris à mes dépens. Parce que quand tu prends des coups, il n'y a que comme ça que c'est que comme ça que tu arrives à comprendre ce genre de choses-là. Souvent, tu veux que je te dise, en fait, pour ma part et pour la part de beaucoup de personnes qui arrivent à ce niveau-là, je pense qu'on est tous plus ou moins dans un mélange de hasard et de nécessité. C'est-à-dire que tu fais des mauvaises expériences à certains moments, tu vis des choses,
elles font de toi quelqu'un de plus dur, parfois même un peu moins sensible. Et puis après, à titre perso, tu fais la démarche ou pas de dépasser tout ça. Moi, pour ma part, si tu veux, j'ai une espèce de fascination pour la violence. J'ai passé ma vie à travailler autour de ce domaine-là, en fait. J'ai une formation en criminaux, sur la partie martiale, l'expérience que j'ai pu faire quand j'étais en unité aussi, les sujets de conversation, tout tourne autour de ça, en fait, d'une certaine manière. Mais si tu veux, ça m'a ouvert les yeux sur une chose aussi, c'est que la violence en elle-même, c'est rien en fait. C'est pas quelque chose tu sais, je pose souvent cette question, je fais des fois des conférences autour de ça, et sur une des dernières, je posais la question aux gens, pour vous, c'est quoi la violence? Et les gens te répondent systématiquement quelque chose de péjoratif, tu vois. Pour eux, la violence, c'est mal. Or, la violence, c'est une contrainte exercée sur une personne ou sur quelque chose, simplement, tu vois. Qui utilise pas forcément la force d'ailleurs, elle peut être psychologique aussi, mais je sais pas moi, la nature elle peut être violente aussi, tu vois. C'est pas forcément mal, mais quand un lion bouffe les lionceaux d'une lionne pour pouvoir s'accoupler avec elle, c'est un élément de survie de l'espèce, tu sais. Et à ce moment-là, on n'est pas du tout sur quelque chose. Enfin, c'est violent de l'extérieur quand on voit une chasse de guépards qui attaquent des antilopes. Quand on voit l'antilope se faire bouffer, on trouve ça violent. On est moins touché bizarrement quand le gnou il met un coup de corne à un lion, tu sais. Mais enfin, il y a plein de choses qui sont violentes. Donc encore une fois, comme je te dis, moi j'ai pas un problème avec ça. J'ai un problème avec l'injustice de cette violence. Une violence exercée contre des personnes de manière injuste, moi ça peut me faire dégoupiller littéralement, tu vois. Et à ce moment-là, je te dis, j'ai pas spécialement de scrupule à exercer ma violence sur quelqu'un qui ferait du mal à une autre personne, tu vois. Et parce que je la considère comme nécessaire. À tort peut-être, hein, tu vois. Mais c'est l'accumulation de ce genre de choses qui m'ont mis entre parenthèses dans cet état d'esprit. Et en fait, c'est juste que ça fait sauter des verrous. Que même chez certains combattants de haut niveau, j'ai pu voir qu'ils ne les avaient pas sautés ces niveaux. Donc ils ont une potentielle violence codifiée, tu vois. C'est-à-dire ils peuvent faire un combat très violent, mais ce que je dis souvent, et on en parle avec même des amis de très haut niveau, hein, en bons combattants, c'est entre deux bagnoles sur un parking, c'est pas pareil, tu vois. Et quand t'as un mec qui est un vrai prédateur devant toi, tu vois, c'est pas tout à fait pareil en fait. Puis quand tu constates ton impuissance aussi, c'est d'accepter qu'il y a des moments où tu peux rien faire. La personne est plus forte que toi et elle va te faire du mal. Donc tu vas faire ce que tu peux, tu fais le job au max de ce que tu peux faire. Parfois tu es surpris parce que finalement c'était pas si mal que ça. Mais tu vois, c'est très psychologique la violence. Est-ce que j'enseigne ça, moi, dans mes formations? Oui, j'enseigne en cours aux gens, déjà, à leur faire prendre conscience de ce que c'est la violence, tu vois. Mais que ça doit toujours être exercé avec quelque chose de droit, c'est-à-dire que l'injustice, c'est inacceptable, tu vois. Exercer de la violence pour contraindre autrui de manière injuste, c'est inacceptable. Par contre, quand il faut l'être, pour se défendre, il ne faut pas hésiter. Et je pars du principe que ça va avec aussi le fait que être violent, c'est pas sauter à pieds joints sur la nuque d'un mec que tu viens de coucher, tu vois. C'est-à-dire que si la personne vient t'agresser et qu'au premier crochet tu lui sors la mâchoire et le mec il dort, fin de l'histoire en fait, finex, c'est fini quoi. Il y a pas besoin voilà. T'as été violent sur le moment, t'as eu une poussée d'adrénaline, elle t'a permis de faire un bon gros recrutement musculaire. Et puis parfait, c'est fin de l'histoire, tu vois. Mais c'est jamais agréable, on a toujours peur. Enfin, moi, je suis jamais allé serein à une baston ou un truc comme ça. Pour moi, j'exècre même ça m'intéresse pas, tu vois. Par contre, je sais que quand c'est nécessaire, je le constate très très vite en fait. C'est-à-dire que je vois quand c'est plus gérable, plus négociable. Et ça, par contre, je l'apprends. C'est-à-dire, il y a des signes qui ne trompent pas. Tu décèles quelqu'un un profil avec lequel c'est plus la peine d'essayer de parler en fait, tu vois. Donc là en fait tu vas avoir plusieurs solutions, pas tant que ça souvent.
La première étant de te barrer si c'est faisable. Mais si c'est pas faisable, souvent l'être humain il est dans le déni de cette violence. Il se dit non, je vais essayer de gagner du temps, peut-être que, et ainsi de suite. Faire appel à sa raison. Bah voilà, parce que c'est pas, on est dans une société judéo-chrétienne où on t'explique que c'est pas bien et que tu vois. Là l'idée c'est de comprendre que ok stop, on arrête de négocier avec soi-même. Je pense que j'ai fait assez de social comme ça. La personne en face n'est pas prête à négocier de toute façon. Je sais très bien dans le fond pourquoi il est là. Ça ne va pas s'arrêter si je ne l'arrête pas en fait. Et si je lui laisse le temps de démarrer, c'est moi qui risque de perdre. Et dans le meilleur des cas, je prends un KO. Dans le pire des cas, je me fais piétiner derrière, tu vois. Donc je prends l'initiative systématiquement en fait. Et, c'est quoi justement les signes que tu décèles à ce moment-là? Que la personne est... il y a plusieurs choses. Il y a des éléments qui ne trompent pas posturaux déjà. Et ça s'exerce. C'est-à-dire il y a pas mal de signaux faibles qui indiquent ce genre de choses. Objectivement, la manière dont la personne va se placer à côté de toi, déjà d'une part, si tant est que tu ne te laisses pas sidérer par son discours, souvent la personne va utiliser un dialogue assez agressif pour sidérer un peu sa victime et ça lui permet de se rapprocher assez près pour déclencher le premier coup. On ne parle pas d'un mec qui est forcément bon en boxe ou ce genre de choses, hein. Un tapeur, c'est un tapeur. Un mec qui fait tout le temps la même chose. Depuis 20 ans, c'est un spécialiste de je baratine le mec, je lui mets un coup de crâne et après c'est parti quoi, tu vois. Donc souvent, ce qu'on constate, c'est que la personne va déjà se placer d'une certaine manière. Il risque d'y avoir un transfert de poids, et ça se voit assez en général. Ensuite, tu vas avoir une rupture dans le regard. C'est-à-dire que la personne, en gros, va quitter ton regard, ne plus te regarder dans les yeux, ou avoir le regard un peu dans le vide. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une rupture de l'empathie. C'est une manière aussi, tu sais, on n'aime pas regarder les gens dans les yeux parce qu'on a l'impression qu'on nous voit venir, tu vois. Et souvent, il peut y avoir aussi physiquement un geste qui est un geste de contenance. Tu vois, c'est pas volontaire. Donc là, en fait, quand ce genre de choses arrive, tu as plusieurs solutions, mais c'est un court laps de temps quand même, tu vois. C'est-à-dire que si soit tu remets une certaine distance pour essayer de gagner du temps, soit tu mets pas de distance et tu décides de frapper avant que ça arrive. Après, il faut être du genre à avoir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je suis beaucoup plus sensible à l'attaque qu'à la menace. Mais il y a des personnes, dans la mesure du possible, je préférais que les gens, tu sais, on parle de proportion à l'attaque. Ça implique que tu l'as déjà prise l'attaque. À un certain niveau de compétence, si tu gères un peu ton truc, même si le mec il bouge, tu viens le sécher en contre, ça peut passer, tu vois. Il a démarré, tu l'as touché. Mais pour quelqu'un qui n'a pas vraiment le niveau, il vaut mieux qu'il s'entraîne justement à toucher avant que ça démarre. Parce que de toute façon, si ça démarre, il ne l'arrêtera pas. Tu veux dire pour renverser un petit peu le côté sidération, justement? C'est ça. Il y a plusieurs méthodes. Tu sais, c'est déjà, il faut se réhabituer à cette violence. La violence verbale, tu sais, mais même quand tu fais des mises en situation dans du scénario training, tu vois. Regarde la difficulté qu'ont les gens à jouer des rôles. Si je lui dis, tu fais le méchant, ils vont rigoler au bout de 2 minutes, tu vois. Si moi je le fais avec mes élèves, tout de suite ils se sentent pas très à l'aise en fait. Parce qu'en fait, ils captent qu'à un certain moment, je coupe l'empathie. Donc ça, c'est une capacité, entre parenthèses, que tu exerces en fait. C'est juste de te dire, mais comme c'est fait dans certaines unités. Moi, j'ai l'occasion de travailler en contractuel pour certaines unités SP encore. Sur la partie sport de combat, quand ils font des box dures, ils sont pas du tout empathiques. C'est pédagogique, entre parenthèses, ou à l'inverse, tu vois, même quand ils boxent entre eux, ça doit être viril au maximum. Et dans l'idée, en fait, tu les regardes en train de travailler quand ils se boxent, même entre potes. À un moment donné, tu rends pas service à l'autre en fait en travaillant. Il faut que tu sois non complaisant. En fait, ça c'est difficile. Donc c'est une des premières choses que j'apprends moi à mes élèves, c'est quand ils s'entraînent, quand ils travaillent, de pas être complaisant entre eux. Tu rends pas service à l'autre. Il y a un temps pour la technique, pour le savoir-faire, et puis il y a un temps pour la mise en situation où là, quand tu fais de la mise en situation, il faut apprendre à être dur avec la personne en face.
Par dur, j'entends pas méchant, j'entends dur. Et ça, c'est compliqué parce que tu as beaucoup de personnes qui ont du mal à passer ce cap-là. Tu sais, tu le vois souvent quand les gens commencent la boxe. Il y a un mec qui est plus fort qu'eux en face d'eux, et ils se disent si je le tape pas trop fort, peut-être qu'il va pas me taper trop fort. C'est très psychologique tout ça. Et le mec en face, il répond normalement. Tu as plusieurs solutions à ce moment-là. Tu as celui qui va se mettre en colère parce que ça va lui donner du courage. Tu as celui qui va subir complètement le truc. Et puis tu as celui qui va se dire bon, écoute, j'arrête de cogiter, je fais le job. J'ai 2 minutes à tenir, je vais mettre ce que je peux mettre et il mettra ce qu'il peut mettre. Mais il n'y met pas de la colère, il fait le job. En fait, c'est ça. Et donc ça nécessite un peu de neutralité aussi. Et ça, il faut avoir un peu de recul sur soi. Donc moi, j'ai pas de recul sur plein de choses personnelles, mais sur ça, j'en ai un minimum. Ce qui me permet justement de pas subir ce genre de choses en fait. C'est-à-dire que moi, quand je m'entraîne, j'aime bien travailler dur. J'aime bien que mes élèves me frappent. Quand je leur dis mets-moi un coup, je leur dis mets-le vraiment. Tu vois, il faut pas qu'ils aient peur de le faire. Voilà. Et du coup, mes gradés, par exemple, en cours, ils sont sans scrupules avec moi. S'ils peuvent me sécher, ils me sèchent quand on s'entraîne. Et c'est ça qui est intéressant, parce que moi, ça m'oblige à me remettre en question. Quand je tourne sur des vidéos, par exemple, que j'ai pu faire, par exemple, avec Greg ou quoi que ce soit, on est non complaisant. Et Greg, il n'est pas complaisant de base, tu vois. Ça permet de voir un peu les choses. Et puis ça marche pas, tu passes à autre chose. Tu vois, tu te fais sécher et t'apprends, en fait. Tu vois, alors c'est un peu cher en chico et en neurones, tu vois, mais c'est une bonne chose aussi, tu vois. Et c'est comme ça que ma vision de l'enseignement, elle est comme ça. C'est-à-dire, il y a un aspect très pédagogique qui est hyper important parce qu'il faut apprendre les choses. Ça sert à rien de lâcher un mec au milieu d'une mise en situation sans qu'il ait les outils. Il faut lui donner les outils, l'amener à un niveau confortable de connaissance, mais après, il faut le sortir un peu de sa zone de confort. Parce que sinon, il va se laisser aller à ça. Et très rapidement, il va aussi se bercer d'illusions. Parce que c'est confortable aussi, ça. Et on se dit, on rentre chez soi en se disant, j'ai appris à faire ça, je suis tranquille. Et non, il ne faut pas rester tranquille. Il faut se dire, j'ai appris à faire ça, c'est pas mal. Mais qu'est-ce que je peux faire de mieux maintenant? Est-ce qu'il ne faut pas que je le travaille? Est-ce que je regarde? Tu vois, de le tester, de le mettre en situation. Ça, c'est hyper important. Ouais, en t'écoutant, j'ai l'impression que c'est même pas une question de physique ou de préparation physique ou sportive. C'est vraiment purement mental, dans le sens où tu dois être capable de te comprendre et comprendre tes réactions. Pourquoi c'est de la psychologie humaine, en fait. En fait, c'est une des choses que la confrontation a de bon, c'est qu'elle t'apprend beaucoup sur toi-même. Tu sais, on reste un animal et à la fois social et à la fois animal, justement. Et on est soumis à des réactions d'animaux aussi. Et la violence, c'est quelque chose dans le règne animal qui a une fonction de régulation sociale, tu vois. C'est-à-dire le chimpanzé qui veut prendre la place de l'alpha chez les chimpanzés, il va aller se mesurer, il va prendre 2 tartes dans la gueule, l'autre va pas le piétiner derrière et à chaque fois qu'il croise, lui faire qu'est-ce qu'il y a alors, petit enculé, tu vois. C'est réglé. L'autre revient à sa place, fin de l'histoire. Et personne se moque de lui en parallèle. Tu vois, il l'a tenté, cette violence-là l'a remis à sa place. Le problème d'aujourd'hui, c'est que notre partie sociale nous donne des tâches qui peuvent être pas forcément en adéquation avec notre vrai niveau animal. Alors c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais tu peux te retrouver avec un patron technocrate qui ne connaît rien à la vie. Et il faudrait qu'il y ait une guerre civile ou un monde à la Mad Max, si tu veux, pour qu'ils se rendent compte que finalement ces connaissances-là sont pas si importantes et qu'on en revient à des choses très basiques. Alors, je ne suis pas du tout pour qu'on en revienne à des choses très basiques, bien au contraire. Par contre, il ne faut pas oublier cette part animale en soi. Et j'ai une vision, comme je te disais, très grecque de la citoyenneté, en fait. Pour moi, le citoyen, mais en fait l'humain, devrait avoir pas mal de connaissances dans des domaines différents parce que c'est comme ça que tu apprends sur toi. Et le combat, ça en fait partie. La confrontation, en fait, plus que le combat. Parce que tu peux te raconter tout ce que tu veux quand tu es en face d'un mec qui veut te mettre KO ou qui veut te dépouiller. La vérité, elle est là, en fait. Là, vraiment, tu sais qui t'es, en fait. Tu vois. Et souvent,
même si ça se passe mal, tu vas rentrer chez toi, tu vas te baratiner en te disant ouais mais il m'a pris en traître et machin et tout. Mais tu sais quand tu regardes ton plafond la nuit et que tu remets ta couette là jusqu'au niveau de ton menton, juste avant de dormir, que tu fais un bisou à ta chérie et que tu commences à regarder le plafond, là tu cogites. Et là tu sais qui t'es. Tu peux pas te mentir, tu vois. Quand tu te rases le matin et que tu te regardes dans la glace ou quand tu vas pisser pendant la nuit, tu vois, et que tu cogites un peu, tu sais qui t'es. Et ça, en fait, c'est important parce que tu n'as plus ce langage mental qui te raconte un baratin sur ta personnalité, en fait. Pourquoi ? Parce que cette confrontation-là, tu l'as eue et tu l'as ratée ou tu l'as réussi. Tu vois ? Faut pas oublier que malgré tout, c'est pas parce que tu l'as réussi que tu n'as pas eu un énorme cul. Tu vois ? Et souvent, ça en fait aussi partie. Tu vois ? Donc, il y a une certaine humilité à avoir par rapport à ça parce que c'est pas parce que tu as gagné cette fois que la prochaine fois, ce sera simple. Tu vois ? Et ça pourra être beaucoup plus compliqué. C'est pas parce que tu as été fort à ce moment-là que tu le seras forcément la prochaine fois. Ça se trouve, tu vas te faire larguer et ce sera pas le moment ou te faire licencier et tu seras pas dans ton assiette, tu vois. Donc ta capacité à gérer cette situation-là, elle sera très mauvaise, tu vois. Tu auras un coup dans le nez, à 2 grammes, tu seras pas aussi efficace. Toutes ces choses-là en fait. Mais par contre, à chaque fois, c'est une expérience, tu vois. Et ça, c'est une expérience que tu peux rencontrer dans un premier temps par les sports de combat. C'est pour ça que je trouve insensé de faire de la self-défense et d'utiliser des techniques secrètes de la fourchette dans l'œil et de mes couilles là, sans parallèlement à ça aller faire une discipline un peu du combat, quoi, tu vois. Et pas juste, parce que ça aussi c'est un peu confortable, la discipline du combat corps à corps. Parce que la discipline du combat corps à corps, c'est pas la même chose. Prendre des nions, te faire gifler, te faire frapper, tu vois, ça fait pas la même chose. Tu peux être très très bon en jiu-jitsu et c'est indispensable le JJB ou le grappling pour moi, tu vois. Mais il faut quand même prendre des patates, tu vois. Parce que je te dis, là il y a ce côté, souvent tu as plein de gens qui font du corps à corps parce qu'ils aiment pas prendre des coups. Alors c'est très très dur, attention. Et quand tu te fais rosser par un mec qui a un bon niveau en JJB, tu as l'impression de te faire violer littéralement, tu vois. Tu as 2 mm de fenêtre pour respirer entre une aisselle et une compression de la gueule. Enfin, tu vois, tu ressors de là, mais il manque ce petit truc. C'est ça qui est intéressant dans le MMA, c'est que tu as ce mélange un peu de tout ça. Et quand un mec, il est sur toi en garde montée et qu'il est en train de faire du ground and pound sur toi, putain, là, tu comprends ta douleur. Et tu commences à te sentir inutile si tu n'arrives pas à chercher des solutions. Tu vois, donc ça, c'est indispensable. Mais c'est pas la réalité encore. Parce qu'il n'y a pas la méchanceté. Il n'y a pas l'aspect apathique de la personne en face de toi. Le côté malveillant, tu vois. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, même des gens qui sont très entraînés, tant qu'ils subissent pas cette malveillance-là, ils ont du mal à comprendre ce que ça fait en fait. Et ça, tu peux aussi un peu le travailler par le scénario parce qu'en fait, pour moi, c'est pas plus abstrait que s'entraîner à tirer sur une cible silhouette quand tu es opérateur. Ou d'utiliser des cibles qui ont des formes de plus en plus réalistes, voire des cibles photos, pour que le cerveau travaille sur une certaine forme de conditionnement. Quand tu as un mec dans une mise en situation qui te met des tartes, qui t'insulte et qui te met vraiment en situation, souvent ça te met un peu dans une espèce de torpeur, les premières fois du moins, puis tu vas t'habituer. Et ça apprend aussi beaucoup sur soi. Mais, on en revient à ce que je te disais, c'est pas la réalité. La réalité, c'est tu mets toutes tes connaissances dans un shaker, tes expériences, tu secoues, et ce jour-là, tu ouvres le shaker et tu vois si c'est moisi ou pas en fait. Tu vois, ça va être un peu la surprise. Et ça peut être surprenant, en bien, mais ça nécessite de s'entraîner, avec toujours cette vocation de se dire, je veux rester proche du réel. Un peu comme un opérateur ou un militaire qui s'entraîne toute sa vie et qui, le jour où il arrive et qui fait face à un accrochage en OPEX, en mission, il peut aussi bien réagir que s'écrouler par terre et commencer à essayer de se cacher. Bien sûr, bien sûr. Après, il y a autre chose dans cet aspect-là, c'est qu'il y a le travail de groupe. Donc ça enlève rien à la capacité de l'opérateur, à sa propre formation, mais c'est quelque chose qui est assez rodé. Et puis le scénario training dans les unités spé, c'est quelque chose d'important. Si tu veux, on fait des manœuvres d'entraînement grandeur réelle avec beaucoup de moyens pour que ce soit le plus proche du réel possible. Ça permet de déclencher un bon conditionnement et de voir ce qui marche pas d'ailleurs. En se disant, tiens, c'est marrant, quand on a fait ça, finalement,
bah, c'était compliqué de bitcher avec les semi-rigides là. Enfin, tu vois, tu commences à cogiter sur le truc. Mais là, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus encore intime. Tu vois. Et parce que il n'y a pas le mec qui va te hurler dessus pour te donner des ordres. Hurler, pas au sens méchant, tu vois. Hurler dans le sens où il y aura du bruit et il va gueuler. Tu vas être seul en fait. Et l'autonomie, c'est quelque chose de très flippant en fait. Tu vois. Et je connais pas beaucoup d'unités qui travaillent avec des mecs qui sont en parfaite autonomie. Il y en a, hein, mais c'est encore un autre problème. Et l'autonomie, le fait de te retrouver seul et devoir gérer tes problèmes tout seul, ça a quelque chose de très compliqué, tu vois. Alors même si évidemment il y a une logistique derrière, il y a ce genre de choses, le fait d'être tout seul, de s'entraîner à gérer tes problèmes tout seul, tu vois, quand tu te fais agresser, même si tu es avec des mecs autour, souvent tu vas te retrouver assez vite tout seul, par expérience, je te dis ça. Et puis tu peux te faire emmerder, tu as 2-3 mecs qui viennent te casser les couilles et tu es en train de rentrer chez toi, il n'y a personne qui va te filer un coup de main. Le collectif, ça a quelque chose de puissant. Et c'est ça qui est génial, et heureusement d'ailleurs. Tu vois, c'est le côté groupe, tu vois. Un groupe d'assaut, c'est une meute, tu vois, ils sont ensemble. Donc les uns se soutiennent, tu vois, ça entretient quelque chose de collectif. C'est très dur, de se connaître seul, en fait, tu vois. Et pour ça, il faut l'expérimenter. Et est-ce que le conditionnement, ça vient pas justement aider à ça, dans le sens où, est-ce que les opérateurs des forces spéciales, par exemple, ils se disent pas, on est capable de dénouer la situation, non pas parce qu'on est un groupe, mais aussi parce qu'on est les forces spéciales, tu vois, et que on va y arriver, tu vois. Et du coup, le mec tout seul va peut-être se sentir... C'est une motivation intrinsèque qui est liée aussi au fait que dans la formation, on t'explique que tu es la crème de la crème. Ouais. Ce qui est vrai en plus, tu vois. Mais il y a un filet. Même si c'est du sans filet entre parenthèses, il y a un filet étatique, il y a un filet. Tu sais, quand je suis arrivé à l'unité, moi, ce que je disais aux gens, il n'y a personne qui peut vous apprendre plus sur la confrontation réelle qu'un voyou ou qu'un portier de boîte de nuit qui a fait 20 ans rue de Saint-Denis, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que ça, c'est un monde que les gens, ils ont du mal à comprendre. T'as pas de formation, t'as pas de... Tu vois ? C'est des mecs qui arrivent à des conclusions de manière très empirique, tu vois. Ils développent de la compétence par l'expérience, uniquement par l'expérience, tu vois. Et ils arrivent à des choses assez impressionnantes. Et j'ai eu l'occasion de discuter, parce que dans les gens que j'ai pu rencontrer, il y avait pas mal de combattants qui venaient de ce monde-là, un petit peu aussi. Et j'ai énormément appris avec ces gens-là. Mais parce que eux, ils sont soumis à une violence qui est très différente, tu vois. T'es pas armé, forcément, ce qui n'est pas le cas forcément des gens qui sont en face de toi. T'es seul, très souvent. Pour le portier, on sait où te trouver tous les soirs, donc si tu veux, t'es une cible vivante. Tu vois, pour peu que ça se passe mal avec un mec, le lendemain, tu vas le retrouver. En tout cas, lui, il sait où te retrouver. Pour les voyous, ça ne s'arrête pas quand tu rentres chez toi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une vie à 100% dans l'insécurité, d'une certaine manière. Tu vois ? Et on le voit, hein, tu peux être en train de te détendre et t'as 2 mecs qui viennent pour te flinguer, tu vois. Donc tout ça, en fait, ces gens-là ont une expérience, et c'est d'ailleurs pour ça que dans beaucoup de pays, on recrutait des gens comme ça pour faire la sale besogne, parce qu'en fait, pour quelqu'un de normal, c'est compliqué à comprendre tout ça, tu vois. Et c'est difficile de former des gens à devenir comme ça. C'est la vie qui te forme comme ça. C'est, comme je te disais, le hasard et la nécessité. Donc tu peux arriver à un certain niveau de connaissance, qui à mes yeux, et à mon sens en tout cas, te permet de surmonter certaines situations avec efficacité. Mais tu ne peux pas remplacer une vie entière dans un certain milieu, tu vois. Et un jeune qui a grandi dans un pays en guerre sera beaucoup plus désinhibé. Tu vas au Mexique, la violence, c'est pas du tout la même qu'en France, tu vois. Un petit sicario de 16 ans qui a déjà 30 morts à son actif, tu peux pas former un mec comme ça en France. Même si tu veux que ce soit un sicaire derrière et qu'il aille flinguer des mecs, tu vois. Et par contre, à l'inverse, la vie de merde que ce gamin a eue, elle l'a formé à ça, mais personne n'a envie de l'avoir, cette vie de merde, tu vois. Donc tu vois, c'est tout un truc, c'est quelque chose de très compliqué, la violence et la gestion de la violence. Ça demande à la fois beaucoup de détermination et aussi beaucoup de clarté sur ce
que tu penses pouvoir faire et ce que tu sais faire vraiment. Tu vois, on se ment facilement les humains, on a cette capacité assez rapidement parce que c'est rassurant. Et là, c'est de se dire, une situation comme ça, je peux pas la gérer. Tu vois. Et quand tu as compris ça, tu sais où tu t'aventures en fait. Et jusqu'où il faut s'arrêter. Mais il faut jamais sous-estimer quelqu'un que tu marginalises. Donc même un mec qui, si tu veux, peut paraître normal, si tu lui enlèves tout, tu sais pas comment il va réagir. Et là, il peut se retrouver à avoir des capacités qu'il n'aurait pas envisagées. Il y a plein de films comme ça, tu sais, on en voit souvent. De mecs qui enflinguent toute sa famille ou des trucs comme ça et qui se transforment en tueurs et qui vengent, tu vois. Ouais, parce que voilà, ça marche très bien ça. C'est clair. On arrive au bout de cet échange. Pour terminer, quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait se lancer soit dans un parcours un peu comme toi, d'aller dans des unités assez sympas, spécialisées, ou tout simplement se former au self-défense pour devenir plus confiant en tout cas Alors déjà, moi ce que je lui conseillerais, c'est de ne pas se laisser berner. Donc pour ça, en fait, il y a des éléments qui sont immuables. Un professeur d'arts martiaux, quel qu'il soit, qui ne tourne pas avec les mecs, et qui ne tourne pas de manière... Quand je dis tourner, qui ne combat pas un peu ou qui ne l'a pas fait, il ne faut pas trop s'accrocher à ça, tu vois. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait une bonne lutte, un bon pied-point minimum. Après, l'expérience qu'il peut avoir, ça c'est relatif, mais tant qu'il a l'humilité de le dire en fait. S'il n'a pas trop d'expérience, c'est déjà important qu'il le dise. Après, toujours méfiance pour moi, à tous les scientifiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu une très grosse mode de nourrir de la compétence qu'on n'aurait pas par énormément de connaissances avec des mots compliqués, des machins, parce que ça fascine les jeunes qui sont bien plus câblés qu'on l'était à l'époque. Donc, et ça, c'est pareil. C'est difficile à déceler. Moi, je penserais que de toute façon, de base, un jeune, il devrait commencer par faire une bonne discipline du pied-point ou du MMA, tu vois, et ensuite s'orienter vers la self. Pas commencer par la self. La self, ça veut rien dire en plus, c'est un concept. Un mec qui fait de la boxe thaï, si c'est un bagarreur, il fait de la self-défense avec sa boxe thaï, en fait. Tu vois, n'y a pas de discipline de la self. Moi, j'enseigne le silat. Le silat, à mes yeux, est une discipline d'un art martial encore assez réaliste, puisque encore récemment éprouvé dans des conflits. Si tu veux, le dernier mec à l'avoir vraiment utilisé dans des situations de guerre, il est mort en 96, Maître Turpin, donc on a quelque chose qui est encore un pur produit distillé de ça. Ça va changer, plus on va maintenir un temps de paix, plus on va faire exactement ce que je te disais, on va commencer à fantasmer un peu toutes ces choses-là. Le Krav est très bien aussi, tout dépend encore une fois du professeur parce que c'est très franchisé maintenant. Et puis pour les parcours spécifiques militaires, moi j'ai eu vraiment beaucoup de chance et je sais pas trop comment j'en suis arrivé là encore aujourd'hui. Tu vois, c'est ma passion du combat et des arts du combat qui est passée avant tout et qui m'a amené à ça. Donc de base, mon cursus en tant que maître d'armes est particulier. Par contre, ce que je saurais conseiller à des jeunes qui veulent rentrer dans des unités, qu'elles soient spécialisées ou pas, d'essayer de lire un peu ce qu'écrivent les anciens, de discuter, de regarder, de pas fantasmer trop, quoi. C'est pas Call of comme on disait. Il y a des très bons écrits de nos anciens, mais de se rappeler ce que c'est un soldat français en fait, tu vois. Que ce soit de la première guerre, de la deuxième, que ce soit des livres sur des vieux soldats qui ont fait certaines campagnes, ou ce genre de choses, tout ça c'est intéressant et ça enrichit leur connaissance d'homme du monde, ça leur donnera une vision d'ensemble de ce que c'est vraiment être un soldat, pas juste le fantasme de ce que ça peut être, de rester le plus ancré dans la réalité possible. C'est un très bon conseil. Merci. Merci pour cet échange. Eh ben écoute, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains.
Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.